Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles Boutin du Figaro et avec Alexandre Malafaye, fondateur du think tank, du laboratoire d'idées, si vous préférez, Sinopia. Alors tout à l'heure, on a vu dans le rappel de l'actualité que plusieurs mesures de soutien ont été données aux agriculteurs et puis aussi parallèlement que le gouvernement espérait une adoption d'ici la fin du mois du budget de l'État, le budget 2026, simplement que le 49.3 ou même, ça c'est le spectre que tout le monde redoutait, les ordonnances était quand même en option. C'est une solution, un scénario qui a la faveur de l'Élysée, les ordonnances. La différence entre le 49.3 et les ordonnances, et je parle sous votre contrôle, chers messieurs, c'est que les ordonnances, vous gardez le budget initial et le 49.3, c'est le budget amendé, c'est ça ? En théorie. En théorie, Gilles Boutin. Écoutez ce qu'en pense Madame de Montchalin, qui a pris la parole, et elle, c'est pas qu'elle s'arc-boute sur l'idée qu'on peut trouver un budget 2026, mais disons qu'elle se veut optimiste. Écoutons la ministre des Comptes publics. La méthode, c'est le compromis, c'est la transparence et la méthode, c'est l'état de droit. Nous faisons les choses ici dans l'hémicycle, en commission, avec des amendements, avec des débats, avec des votes. Et puis la méthode, c'est l'état de droit, c'est de respecter la Constitution, avec évidemment des outils constitutionnels qu'il nous faut respecter. Je pense à l'article 40, à l'article 45, je pense au respect de l'entonnoir. Et évidemment, vous le savez, un certain nombre d'outils sont à la main du gouvernement, mais ces outils ne remplacent pas un article qui n'existe pas dans la Constitution. Il n'y a pas d'article qui donne la méthode, qui donne la recette pour que nous ayons un compromis, à part l'engagement en responsabilité de ceux qui seront là pour reprendre les débats. Bon, moi j'ai beaucoup de sympathie pour Madame de Montchalin. Je trouve que c'est une technicienne, elle arrive quand même. Mais on va un peu loin quand même dans le bourrage de crâne, je trouve, Gilles Boutin. Elle est en disque rayé depuis pas mal de semaines, mais tout simplement parce qu'elle ne sait pas comment ça va se terminer. Qui ça ? Madame de Montchalin ? Amélie de Montchalin. C'est-à-dire que la décision ne lui appartient pas. Hein. C'est Sébastien Lecornu. Non, mais... Et même Emmanuel Macron n'arrive c'est ce pas que j'allais vous dire. à tordre le bras plus haut, de son Premier ministre, qui pour l'instant... ne veut pas de 49.3 puisqu'il s'est engagé à ne pas y recourir. Il ne parle pas d'ordonnance. Cela dit, il n'a jamais dit devant la responsabilité nationale qu'il ne pas d'ordonnance. Il a dit 49.3. Ça, il n'en a pas parlé. Voilà. Mais vu que les ordonnances, ça semble encore plus brutal que le 49.3. Bah oui et non, comme vous disiez tout à l'heure, c'est oui et non. En attendant, ça efface tout le travail parlementaire en fait. Oui, mais sachant que, je parle de ce point-là puisqu'on l'aborde, il y a quand même un vide, ça n'a jamais été mis en application, ces ordonnances pour le moment, on n'y a jamais eu recours, et comme on disait... Ça a été fait sous la Ve République. En théorie, pardon ? Ça a été fait sous la Ve République, ça a été déjà vu, non ? Il n'y a pas eu de gouvernement par ordonnance pour le budget. Non, pas pour le budget, vous voulez dire. Mais il y a eu des ordonnances en général. Les ordonnances Macron quand il est arrivé pour le travail. Oui, mais en matière de budget... Là, vous dites, en matière du budget, ça n'a pas encore été. Ça n'est jamais arrivé, puisqu'on n'a jamais eu de problème de majorité. On n'a pas de problème. On n'a jamais eu véritablement de problème de majorité pour le budget. Voilà, c'est exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu des sujets structurels sur lesquels les oppositions, comment dirais-je, n'étaient pas d'accord. Mais sur le budget... on a toujours tout adopté. Oui, on est dans une phase inédite, ce qui explique que depuis plus d'un an, à chaque fois, on découvre les nouvelles choses. C'est bien de le rappeler. Vous avez raison, le texte rectificatif qui permet la sanctuarisation de la suspension de la réforme des retraites. Enfin bref, on découvre tout au fil de l'eau. Et là, concernant les ordonnances, oui, en théorie, comme on le disait, c'est le texte initial du gouvernement qui s'appliquerait. Avec un objectif de retour de déficit à 4,7%, enfin, quelque chose qui est de nature à ulcérer une bonne partie, enfin toute la gauche même, qui trouverait que c'est austéritaire, selon ces mots. Même si ça n'a rien d'austéritaire, mais parce que c'est juste un ralentissement de la dépense. Mais est-ce que c'est austéritaire ou est-ce que c'est pragmatique ? Vous avez 2 heures. Si ça ne tient qu'à moi, c'est profondément pragmatique, parce qu'il y a une situation à régler, et donc il faut réduire le déficit, il faut faire les économies nécessaires. Mais cependant, il n'est pas dit que si le gouvernement reboutiquer son projet initial pour le faire correspondre, le faire ressembler un peu plus à ce qui émanait des débats, notamment en matière d'impôts avec le Parti socialiste, il n'est pas dit que le Conseil constitutionnel, qui sait lui aussi être pragmatique et qui est dirigé par Richard Ferrand, qui est quand même un proche d'Emmanuel Macron, qui lui aussi est sensible à l'idée qu'on se sorte de cette situation,
peut-être qu'un texte amendé et qui serait appliqué par ordonnance serait validé. On n'en sait rien. On a encore des choses à découvrir en la matière. Et ensuite, est-ce que ça générerait, après ces ordonnances, une censure ? Bon, là, on n'a pas de boule de cristal, mais au moins on aurait un budget. Et on pourrait passer l'année un peu plus tranquillement et ça réglerait beaucoup de questions, notamment sur les dépenses de défense. Vous avez raison de remonter le fil, je vais dire, jusqu'au Conseil constitutionnel, parce que certains auditeurs qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux, je les remercie, ont peut-être pas l'idée que voilà, ça va aussi loin et que ce sont, pas dire des arrangements, mais en tout cas, il y a des consignes qui sont passées entre les différentes instances. Que tout n'est pas clair, il peut y avoir une partie de ping-pong entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, c'est le label qu'on donne à ça, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle les équilibres politiques. Et ça, ça malheureusement, ceux qui votent aujourd'hui via le suffrage universel n'en ont que faire, Alexandre. Ce qui est clair, Pierre, c'est que c'est illisible pour les Français. C'est ça. Et ce qui me choque le plus dans les propos de Madame de Montchalin, dans ce gloubi-boulga, cette espèce d'amalgame de mots et de verbiage, c'est en responsabilité. Alors si ces gens-là étaient en responsabilité, ils les auraient pris depuis longtemps. Parce que la comédie dramatique à laquelle on assiste depuis des mois, parce qu'on a commencé en septembre la question du budget, on est en janvier, et en attendant on fait que ça. On sature l'espace médiatique, on va de crise en psychodrame, et on repousse les échéances. Alors c'est technique, c'est juridique, etc. On scénarise les trucs, mais c'est insupportable. Monsieur Lecornu devrait utiliser une bonne fois pour toutes le 49.3 sur un texte qui peut passer... Plutôt que les ordonnances ? Mais oui, parce que le processus est plus simple, entre guillemets, il est plus parlementaire que la voie des ordonnances. Vous voulez dire qu'il est plus juste ? Oui, puis il fait partie du système. Il fait partie du système. On a toujours pratiqué comme ça. Alors d'accord, il avait dit qu'il voulait pas le faire. Cette espèce de, là encore, de compromis à 2 balles pour essayer de passer à un moment donné. On peut pas continuer comme ça. La France n'a pas le temps. Enfin, je veux dire, déjà qu'on perd 2 ans, on ne peut pas continuer à perdre encore du temps, encore des semaines. Il y a un agenda parlementaire, même s'ils peuvent pas faire grand-chose compte tenu de leur peu de capacité à s'entendre. Malgré tout, ils peuvent avancer. Ils peuvent trouver des sujets. Là, on a une loi agricole qui a été soi-disant promise en urgence, etc. On la traitera pas avant 3 à 6 mois. Loi d'urgence, 3 à 6 mois. Donc il y a plein de sujets qui sont posés sur la table. Le logement mériterait qu'on s'intéresse à lui, nos infrastructures, les questions de défense, les questions de l'éducation nationale, la rentrée prochaine, la lutte contre les ingérences étrangères. Enfin, le Parlement pourrait faire autre chose que tourner en rond comme ça, de virer au fugilat. Moi, je suis extrêmement choqué. Je rappelle à nos compatriotes que chaque année, ils payent des impôts et globalement, le système de gouvernance, tout le système, depuis le président jusqu'au maire, ça doit coûter pas loin de 10 milliards d'euros. Et quand on a 10 milliards d'euros qui sont engloutis pour faire aussi mal le job, il faut se poser les bonnes questions. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà. Donc moi, je veux dire, quelle qu'il soit la méthode, passez à autre chose, s'il vous plaît, de grâce. Oui, parce que j'allais dire, cependant, le 49.3 offre moins de garanties que le budget soit effectivement passé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir censure et donc mais dans les deux cas. Et donc pas de budget. Sauf qu'avec les ordonnances, le gouvernement peut tomber, mais au moins un budget aura été peut-être sur un budget en fait avec les ordonnances, ce qui n'est pas le cas avec oui, le 49.3. Oui, d'accord, mais pour le coup, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un budget sans gouvernement et de repartir dans des échéances électorales, parce que c'est ce qui va se passer. Vous venez de dire pique-pendre sur le gouvernement et sur les responsables politiques. On a envie de dire pourquoi pas, faisons un budget et faisons comme en Belgique et n'ayant pas de gouvernement pendant un certain temps. Mais on est d'accord. C'est comme quand il n'y a pas d'ambassadeur, il y a un chargé d'affaires, il y a toujours quelqu'un. Je dis depuis des mois à votre micro que la seule bonne décision, ce serait la démission du président. Mais c'est pas ce psychodrame permanent. Là, on va nous faire quoi ? Alors, on va pas de budget, on remet en cause le gouvernement, on fait une dissolution, donc on renvoie les Français devant les urnes. Non, c'est pas ça qu'on attend. Soit il n'y a plus de gouvernement et on fait sauter le président et on revote et à ce moment-là, on gagne du temps. Ou alors, on garde ce gouvernement cas un cas, parce que franchement, des législatives pour refaire un gouvernement... Vous y croyez, vous, à la dissolution ? Non, donc il faut garder... Qu'est-ce que c'est que cette menace fantoche ? S'il y a une dissolution, ils sont combien les macronistes ? On est d'accord, ils sont en slip. Ils sont en slip, bien sûr. Au cul de la législative. Ils sont en slip. Enfin, le président l'a dit, et le président est capable de le faire. Rappelez-vous le coup de la grenade des goupillés, donc il est capable de tout, lui. Oui, et sachant qu'on peut supposer, parce que là on entre vraiment dans des calculs byzantins, que Emmanuel Macron, s'il appliquait cette dissolution, il est conscient qu'il ouvre une porte soit à la droite de l'échiquier, soit à la gauche. Et ça pourrait être l'occasion pour lui de dire, chiche,
la gauche m'ennuie depuis tant de mois à me reprocher de ne pas l'avoir mise aux affaires, on va les mettre, et là, ça va les disqualifier juste avant les prochaines échéances. Ou mettre le RN, si par hasard il faisait un bon score, ce qui n'est pas improbable, et en disant, tiens, allez-y, prenez le bazar, et on verra ce que vous êtes capable de faire. Tout ça pour essayer de les discréditer avant 2027. La situation budgétaire laissée est quand même largement le fait. Dans tous les cas de figure, il n'y a que des mauvaises options. Mais du coup, on continue à parler de ce budget. Des observateurs continuent à être invités sur les plateaux de télévisés pour parler de ce budget. Madame de Montchalin, d'ailleurs, accepte les invitations à droite et à gauche. Mais pour dire quoi? On en revient à ce que vous disiez. Le sondage, dernier sondage juste avant le week-end dernier, CSA JDD Europe 1, 77% des Français, plus des 3/4, sont pessimistes pour l'année à venir. Je ne parle pas seulement des agriculteurs qui ont décidé de passer la nuit devant l'Assemblée nationale face à la place de la Concorde. Sur le pont de la Concorde, ils ont déversé des pommes de terre. Pas que, les Français sont lassés. Ils sont lassés aussi par ce narratif qui leur est fourni. Ils se disent, il y a un chef d'État américain qui, on aime, on n'aime pas, mais prend des décisions. Agit également accessoirement pour d'autres pays et pour libérer peut-être d'autres pays d'un joug dictatorial. Et nous, on a une équipe de l'exécutif qui est pour l'instant patauge dans la semoule. Écoutez, on n'a jamais eu une aussi longue période d'incertitude. Alexandre Malafay. Les premières années d'Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, jusqu'en 2020, jusqu'au Covid, il y avait une tentative de faire quelque chose, alors qui a été contrariée par les Gilets jaunes. Il y a eu 6 mois de grève de la SNCF, mais malgré tout, il y avait un agenda, il y avait une feuille de route, il y avait un volontarisme politique, il y avait une incarnation, il y avait une majorité. Et voilà. Le Covid est arrivé, et depuis, ça veut dire maintenant 6 ans, depuis 6 ans, on est dans le brouillard total. Les 2 années Covid, elles ont été très difficiles à traverser, personne ne savait comment on en ressortirait. Ensuite, on a eu l'élection de 2022, qui a été volée, et suivie d'une législative... Pourquoi est-ce que vous dites volée? Mais parce qu'il n'y a pas eu de débat. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de débat, parce que le président a voulu planer au-dessus des eaux comme d'habitude, pas voulu se confronter aux réalités. Il n'y a pas eu de campagne, vraiment. Il y a eu un grand discours à Marseille. Oui, mais ça, c'est pas un débat. Et donc, on s'est retrouvé avec des législatives qui, finalement, lui ont été en retour punitives, puisqu'il n'a pas eu de majorité absolue. Et depuis, on se traîne comme ça. C'est quoi le projet? Donc, les Français, moi, je comprends qu'ils aient le moral dans les chaussettes. La France va mal. Globalement, tout le monde le voit. Quelle que soit sa fenêtre ou sa porte, rien n'est... Voilà. Il n'y a pas d'horizon. Il n'y a que, globalement, de l'austérité ou des difficultés sur le chemin. L'Europe est en déliquescence. Le monde bouge très vite et les incertitudes sont multiples et majeures, de l'intelligence artificielle qui chamboule les organisations, en passant par les problématiques de sécurité ou hospitalière selon les cas, ou de revenus, de pouvoir d'achat et les différentes crises qui se superposent. Comment voulez-vous avoir à un moment donné, il n'y a pas de narratif, et en plus une classe politique qui est, mais qui de médiocrité, du plus haut jusqu'au maire, tout au-dessus, c'est d'une médiocrité qui est devenue confondante.